Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Objectif Dev. Je suis Laurence et après les notions incontournables telles que Internet, le web, la carte réseau et le protocole TCP/IP, je vous présente le navigateur, la relation client-serveur et viendra dans une autre présentation le DNS, ainsi que quelques rappels sur les sites web. Vous avez besoin, pour suivre cette vidéo, de connaissances dont j'ai parlé dans la vidéo tournée sur le DOM, Document Object Model, le moteur de rendu et l'interpréteur JavaScript. Je me contenterai ici de survoler ces notions et je vous ajouterai le lien en description dans la vidéo pour que vous puissiez consulter la vidéo. Passons à la question qui nous intéresse, qu'est-ce qu'un navigateur ? Un navigateur, c'est un logiciel dont les fonctionnalités permettent à l'utilisateur de joindre tous les fichiers web présents sur Internet via des liens hypertextes. L'URL, Uniform Resource Location, est un lien vers les pages web. On écrit l'URL dans la barre d'adresse du navigateur que l'on appelle client, ce qui constitue une demande ou requête du fichier recherché. Cette requête est envoyée via un protocole HTTP, Hypertext Transfer Protocol, puis reçue, analysée par un serveur qui répond à la requête en envoyant soit le fichier demandé à l'utilisateur, soit un code erreur. L'utilisateur constate sur son écran de navigateur et sur donc son ordinateur la page qu'il demandait, généralement au format HTML, qui est le langage de structure des pages web. Les images et les sons peuvent également être des fichiers web. On a entendu navigateur égale client. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, qu'appelle-t-on client ? Deux possibilités. L'ordinateur de l'utilisateur, il représente la partie matérielle, et le navigateur qui représente la partie logicielle. On appelle client l'un ou l'autre ou les deux. L'utilisateur utilise son ordinateur et le navigateur pour effectuer des requêtes sur Internet. Revenons au fonctionnement du navigateur. Nous avons dit qu'il s'agissait d'un logiciel qui effectue une tâche précise. Le navigateur contient plusieurs applications dont une interface utilisateur, un moteur de rendu, un interpréteur JavaScript. Je détaille leur action dans la vidéo sur le DOM. Aujourd'hui, nous allons surtout parler du lien entre ces trois composants et le moteur du navigateur. Voici à quoi ressemble une interface utilisateur du navigateur. On a des onglets de navigation, une barre d'outils, une barre d'adresse, une barre de recherche et un écran d'affichage. Un navigateur assure trois grandes fonctions: la recherche, la navigation et le défilement des ressources Internet. Revenons aux applications du navigateur. Le moteur de rendu du navigateur reçoit les codes HTML et CSS codés par le développeur. Il génère un résultat appelé rendu sous forme d'une arborescence constituée des éléments ou nœuds qui seront affichés à l'écran. Les nœuds sont une expression graphique des mots-clés que sont en HTML les balises, les attributs, le texte. Et l'analyse se fait sur les mots-clés et les règles syntaxiques qui leur sont associées. On rappelle également ce résultat on appelle également ce résultat un arbre nodal. Tout ceci, vous le retrouvez sur la fameuse vidéo Document Object Model. Donc là, on a créé ce fameux arbre nodal qui reprend l'intégralité des éléments à afficher. Maintenant, on va avoir le JavaScript. Le JavaScript va être interprété par l'interpréteur JavaScript du navigateur. L'utilisateur, grâce au JavaScript, va pouvoir modifier l'affichage ou le rendu du site Internet sans pour autant modifier le code initial. Il pourra modifier les éléments HTML et CSS, mais aussi récupérer des données saisies par l'utilisateur. Le moteur du navigateur va servir d'intermédiaire entre le moteur de rendu et l'interpréteur JavaScript et l'interface utilisateur, qui va permettre l'affichage final du résultat. Les éléments du rendu sont analysés en termes de position et de taille. Les applications permettent ces calculs. Le layout, il va déterminer la taille, la position de chaque élément pour créer une sorte de modèle d'affichage appelé le flux. Le flux sert de trame d'affichage des éléments
sur l'écran. Puis, on passe à la phase Paint, qui peut donc commencer. On génère l'affichage des éléments selon la taille, leur position, qui a été déterminée par Layout, et selon la trame flux. Les éléments s'affichent sur l'interface graphique du navigateur. D'éventuelles modifications peuvent engendrer un nouveau layout. Dans ce cas-là, en fait, on marque les éléments qui ont déjà été positionnés par un dirty bit, ici en rouge par exemple, et seuls les nouveaux éléments feront l'objet d'un nouveau layout. Après avoir calculé la taille et la position de chaque élément, l'affichage se fait de gauche à droite et de haut en bas sur un plan représenté par des coordonnées qui commencent de 0, 0 pour finir à window inner width et window inner height, sachant que window est un objet au sens de la programmation objet qui représente la fenêtre du navigateur. Enfin, pour l'affichage, on entre dans le mécanisme du canevas, qui va venir afficher le résultat sous forme de couches successives que l'on appelle stack, en commençant de la couche la plus profonde vers la couche la plus proche de l'utilisateur. On commence par la couleur du fond, les images, les bordures, les éléments et l'outline, qui est la zone mise en valeur pour délimiter la position du curseur. On parle aussi de focus. L'utilisateur obtient enfin l'affichage final de la page web demandée. Alors, on va revoir ceci en résumé parce que c'est fondamental et surtout, ce n'est pas si courant de le voir, de voir ce fonctionnement. Donc, voici les grandes étapes de l'affichage d'un contenu sur un navigateur, l'analyse des langages de programmation HTML, CSS, JavaScript et la création du rendu sous forme d'un arbre nodal. Le calcul par le layout de la position et la taille des éléments et la création d'une trame d'affichage, le flux, la phase Paint qui permet de tracer sur l'écran dans un sens précis les éléments à afficher et ce, par couches successives ou stack de la plus profonde à la couche de surface. On appelle cette succession de couches le canevas. Notons l'intervention technique du processeur graphique indispensable à ce processus. Ainsi se produit l'affichage sur le navigateur, par exemple celui d'un fichier web. Pour finir sur le navigateur, voici la chronologie de la création des principaux navigateurs et leur part de marché sur 2019-2020. En 91, le premier est celui que Tim Berners-Lee crée et appelle en un seul mot World Wide Web, rebaptisé Nexus pour éviter la confusion avec le web. Netscape Navigator arrive sur le marché en 1994 et ce jusqu'en 2008. Et une guerre s'engage entre Netscape et Internet Explorer de Microsoft, arrivé en 1995. Netscape déclare forfait face à Windows car Microsoft équipe les PC par défaut avec Internet Explorer. Un duel de fonctionnalités s'est engagé jusqu'à la disparition de Netscape en 2008. Une stagnation de l'offre d'Internet Explorer va permettre à d'autres navigateurs de prendre des parts de marché comme Firefox en 2004, mais surtout Google Chrome qui dispose de plus de 60% des parts de marché. Notons également Safari pour Apple, créé en 2003, et les trois derniers Samsung Internet, Opera et Microsoft Edge. Google Chrome détient la majorité des parts de marché actuellement, puis Safari, mais avec moins de la moitié des parts de marché de Google. Après le navigateur, je souhaitais clarifier ce qu'est une URL, car vous l'avez compris, c'est l'URL qui nous permet de faire une requête et donc d'atteindre le fichier web demandé. L'URL permet de localiser une ressource Internet grâce à un protocole appelé HTTP. Chaque partie de l'URL est séparée des autres par des slash et constitue un paramètre. La première partie précise le protocole, puis les 3 W rappellent que l'on se situe sur le web, il signifie World Wide Web. Nous trouvons ensuite le nom du site ou nom de domaine et son extension, le .fr par exemple, et enfin le fichier recherché avec une extension représentative du langage utilisé, .html, .php par exemple. Si l'adresse est complète, c'est bien le fichier .html par exemple que nous cherchons à afficher. C'était une présentation rapide de l'URL, mais indispensable. Donc après le navigateur et l'URL, on va expliquer ce qu'est un serveur et également le lien qui existe entre le navigateur et le serveur.
Aujourd'hui, les serveurs nous apparaissent indispensables. Et ils existent pourtant depuis peu de temps. Ils sont apparus seulement dans les années 90, 1990. Alors, les jeunes vont me dire, mais c'est très très vieux, mais au nom de l'histoire d'Internet, c'est plutôt très, très récent. De quels besoins sont nés les serveurs? Le besoin de partager des périphériques, mais aussi la transmission de fichiers. À l'époque, ça se faisait par copie sur une disquette qu'il fallait transmettre physiquement au destinataire. Le besoin d'utiliser du matériel et des informations en commun. Le besoin de limiter le papier, celui aussi de gagner du temps. Et enfin, la concurrence dans la construction de matériel et l'inévitable guerre des prix qui rendent indispensable un matériel capable de répondre aux besoins évoqués. Le serveur, tout comme le client, est constitué d'une partie matérielle et d'une partie logicielle. C'est un ordinateur, il est doté de puissants disques durs d'une capacité de stockage très importante. Il est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et la partie maintenance est cruciale, ainsi que la sauvegarde des données et leur sécurité, bien entendu. La partie logicielle gère les requêtes via les protocoles, notamment HTTP, et ces protocoles permettent d'accéder aux pages web, d'échanger des mails, de partager des périphériques comme les imprimantes et disques durs. On a aussi des services qui peuvent permettre de faire du commerce électronique, du stockage en base de données, de la gestion d'authentification et contrôle d'accès. Et en fait, les serveurs gèrent les échanges entre les ordinateurs qui composent le réseau Internet. Je détaillerai deux rôles du serveur. Le premier qui consiste à générer une page web dynamique. À partir d'un code de développeur, l'utilisateur entre cette fameuse URL dans la barre d'adresse du navigateur. Et c'est une requête de recherche d'une page web qu'il transmet au serveur. Le serveur traduit le code PHP et réalise les instructions. La page web se construit à partir du HTML, du CSS et des instructions PHP. La particularité, c'est que le PHP ne ressort pas après le traitement du serveur. Seuls le HTML et le CSS seront affichés, ainsi que le JavaScript. Le rôle du PHP est de donner des instructions pour créer une page personnalisée avec les données de l'utilisateur, un formulaire par exemple. La page web est générée et transmise au navigateur pour être affichée. Donc, on a d'un côté, on génère une page et de l'autre côté, on transmet les informations. Voilà le deuxième rôle du serveur. Voyons ce qu'est ce fameux lien entre le navigateur et le serveur, c'est-à-dire la relation client-serveur. Elle est fondamentale pour l'échange de fichiers sur le web et donc du deuxième rôle du serveur. Un client au sens navigateur adresse des demandes ou requêtes à un serveur et ce dernier répond en envoyant le fichier web demandé. Les requêtes sont normalisées par des protocoles, HTTP par exemple, et les fichiers demandés seront affichés sur le navigateur. Je vais vous schématiser le parcours d'une requête HTTP dans une connexion, parce que c'est fondamental. Donc, lorsque l'ordinateur de l'utilisateur émet une demande, on parle de requête, pour récupérer une page web, il l'adresse au serveur, cette requête, qui lui-même va chercher le serveur web sur lequel se trouve la ressource cherchée. Dès qu'il la trouve, ce dernier serveur web l'envoie via le protocole HTTP vers le navigateur qui a émis la requête et qui l'affichera sur ce même navigateur. On a deux types de résultats, soit le fichier recherché, soit un code erreur, si jamais la page n'a pas été trouvée, ou une déconnexion, autre. Il peut exister tout un tas d'erreurs possibles. Que se passe-t-il quand un client et un serveur entrent en relation? Eh bien, on va découvrir les trois grandes étapes du modèle client-serveur du navigateur. Le client, ou navigateur, doit se connecter au serveur via un port qui est un accès représenté par un nombre 80 pour le protocole HTTP, 443 pour le HTTPS protocole sécurisé. Donc le serveur donne au client l'autorisation de se connecter et retourne la réponse au client qui sait désormais qu'il est connecté. Toutes ces étapes et il retourne la réponse au client qui sait désormais qu'il est connecté. Toutes ces étapes sont préalables à l'échange de fichiers. Comment chercher un site web avec son adresse IP à laquelle on accole un séparateur et le port utilisé. Ces étapes sont appelées Three-Way Handshake. Dès lors qu'il est autorisé à effectuer une demande,
le navigateur va rédiger ce que l'on appelle une requête pour exprimer sa demande au serveur. Voici un exemple. Donc on peut mettre bien sûr la méthode d'envoi des données, get, le host qui précise le site recherché, le user agent qui précise le nom du navigateur. On peut effectuer des statistiques à partir de ces données. Accept text qui précise le type de données attendues, par exemple du HTML. Accept language, la langue utilisée. Accept encoding, le type d'encodage utilisé, par exemple UTF-8, qui est l'encodage européen et qui permet au navigateur de pouvoir lire les accents, les caractères spéciaux des langues européennes. Référeur, qui est le nom du site, plus son extension, plus le protocole. Il n'est pas obligatoire. Le cookie, fichier texte qui contient nos identifiants, il peut contenir des données sensibles. Le DNT, qui nous permet d'éviter que nos navigations soient suivies. Un espionnage par exemple. Connection, c'est le type de connexion, par exemple requête ou réponse. Et enfin, le if modified since, qui permet de vérifier si le site a été mis à jour et de pouvoir préciser la date à partir de laquelle nous souhaitons obtenir des éléments. Grâce à ces requêtes, quelle page web sommes-nous en mesure d'attendre ? Bien, il y en a deux types. Il y a soit la page statique, l'utilisateur peut lire le contenu sans interaction possible, elle est moins lourde à charger, donc plus rapide à obtenir, ou une page dynamique qui est une page créée à partir d'interactions et de code, plus lourde à charger. Je vous ai parlé donc des deux rôles du serveur que je considère comme essentiels. Donc on a dit le serveur d'un côté la transmission de données et de l'autre la génération, le fait de générer des pages web. Mais le serveur produit d'autres actions et ce par le biais de services qu'on appelle des services web. Je vais vous en citer 4. Le premier, c'est le HTTP, dont on a beaucoup parlé, qui est le protocole de transfert qui gère les échanges de fichiers hypertexte. Lorsque vous recherchez une page sur le web, c'est principalement ce protocole qui entre en jeu. Et souvent, quand on parle de serveur HTTP, en fait, on parle de service web HTTP. Le second, c'est le DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, qui fournit les adresses IP et la configuration réseau lors des connexions. Le troisième est l'IMAP, Internet Message Access Protocol, qui gère les emails sur le serveur. Et le dernier que je présenterai ici, qui est le SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, qui permet d'envoyer les emails. J'ai souhaité vous citer un extrait de Wikipédia relatif au serveur web dont vous trouverez le lien sur cette page. Le premier serveur date de 1990, il s'appelait CERN HTTPD, il est devenu rapidement obsolète et il a été écrit par Tim Berners-Lee, qui est le créateur du web. Je vais en rester ici pour cette présentation du navigateur, de l'URL, de la relation client-serveur, parce que si je voulais la coller au DNS, ça faisait vraiment une trop longue vidéo. Donc nous allons faire une autre partie pour présenter le DNS, les noms de domaine et l'hébergement d'un site web. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile et vous remercie d'ajouter un pouce de satisfaction. Vous pouvez la partager et me proposer des thèmes en commentaire. Vous pouvez également activer la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et surtout, abonnez-vous. Merci d'avoir suivi ma vidéo.